Philippe de Villiers est l'invité exceptionnel de Punchline Week-end. Vous l'avez entendu, cher Philippe, dans le journal. Ce matin, à Béziers, dans l'Hérault, le maire de Robert Ménard a refusé de marier un Algérien défavorablement connu des services de police. Cet homme est en situation illégale en France et sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Je vais vous demander votre réaction dans un instant, mais écoutez cet individu, cet homme qui a réagi à la mairie au micro de Stéphanie Rouquier. Je trouve ça dégueulasse. On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble. Ça fait plus que 7 mois. Je trouve ça dégueulasse, monsieur. Tant que ma femme elle est avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je me marierai ailleurs, même si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier. Vous inquiétez pas, madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers. Est-ce que Robert Ménard, Philippe de Villiers, a eu raison de ne pas marier aujourd'hui cet Algérien sous le coup d'une OQTF ? Oui, il a eu raison. D'ailleurs, je l'ai appelé, parce que je me doutais qu'on allait en parler, pour lui dire mon soutien. Il fait preuve de bon sens et de courage. En 2 mots, quelle est la situation ? OQTF. Obligation de quitter le territoire français. C'est l'État qui a pris cette décision, c'est-à-dire un organe juridictionnel reconnu. Et je repense en cet instant à la phrase d'Emmanuel Macron qui avait dit en 2019, qui avait fait une promesse. Il n'y aura plus d'OQTF, 100% des OQTF seront exécutés. Donc, il n'a pas tenu sa promesse. Et là, en fait, il y a eu une réunion à l'Élysée. Robert Ménard a fait état du problème. Ils avaient tout le temps d'aller chercher l'OQTF en question, puisque quelqu'un qui est l'objet d'un OQTF, il doit quitter le territoire. Et donc, s'il ne veut pas le quitter tout seul, on l'aide à partir. C'est ça, un état de droit. C'est ça, l'ordre d'une puissance publique qui se respecte. Et donc, en fait, quand une OQTF n'est pas respectée, Elliot, ça veut dire que l'État n'est pas respecté. On va se poser aussi cette question concernant les émeutes. Parce que est-ce que l'État a été respecté ? Est-ce que la France est aujourd'hui respectée ? Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE, a livré un entretien extrêmement fort chez nos confrères du Figaro. Selon lui, le pronostic vital de la France est engagé. C'est du jamais vu depuis la Révolution française. Il parle de catastrophe ou révolte contre l'État national français. Voilà son diagnostic du côté du gouvernement et de la chef du gouvernement, Elisabeth Borne. On préfère temporiser. Écoutons Elisabeth Borne. On a besoin de comprendre, de prendre le temps du diagnostic. Il ne faut pas se précipiter avec des clichés pour donner des explications, des fausses explications. Ouais, d'abord, ça, c'est extraordinaire, ça. Des clichés. Elle a besoin de comprendre. Emmanuel Macron a besoin de comprendre. Darmanin, lui, il est déjà sur les Anglais du Stade de France. Il invente une autre explication. Disons qu'ils ont besoin de comprendre. Alors, s'ils ont besoin de comprendre, moi, je vais leur proposer une petite analyse très simple. En reprenant effectivement ce que dit très bien l'ancien patron de la DGSE, qui connaît son sujet. C'est 3 fois une guerre. En synthèse, je dirais que c'est l'ébauche d'un processus de partition. Je pèse mes mots. C'est d'abord une guerre de civilisation, une société, une contre-société, face à face, comme dirait Gérard Collomb. C'est ensuite une guerre de sécession, avec des territoires soustraits à l'autorité régalienne, des enclaves qui se vivent comme des enclaves étrangères, et enfin une guerre de conquête. Une guerre de conquête pour obtenir de proche en proche, par coups de boutoir successifs, la souveraineté. Et quand je dis la souveraineté, ça peut choquer. Comment c'est pas possible, la Seine-Saint-Denis n'est pas souveraine. Non. Bientôt, on aura des petits Kosovo et des petits Kaboul. Et qu'est-ce qui me fait penser ça ? Quelque chose qui m'a époustouflé, qui m'a sidéré. C'est qu'en fait, les hommes politiques aujourd'hui et les journalistes vous expliquent, par-delà leur sensibilité,
que ce qui a arrêté le mouvement, c'est pas l'État, ce sont les narcotrafiquants. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où les caïds du narcotrafic et les grands frères, le frérisme d'atmosphère dont parle Madame Bergeau-Blacker, ils ont dit aux gars, stop, on rentre chez nous, fini. Ça veut dire que la France a remis en quelque sorte les clés de sa souveraineté pour une partie de son territoire à ces gens qui maintenant sont les patrons chez eux. Si vous voulez, quand vous regardez tous ces quartiers qui étaient en révolte, qu'est-ce que vous constatez? Premièrement, ils ont des frontières avec des checkpoints, avec des guetteurs, on rentre pas. D'ailleurs, la police, pour eux, ça s'appelle une bande rivale. Ensuite, ils ont une activité économique florissante. Un point de deal, c'est entre 80 000 et 130 000 euros par jour. Et enfin, ils ont des autorités. Ils ont les imams, ils ont les caïds du narcotrafic, donc ils sont chez eux. Et vous savez à quoi ça me fait penser? À l'édit de Nantes, 1598. Il y a un moment donné où il a fallu donner des forteresses pour la paix, pour faire la paix. On a donné des forteresses aux protestants. Et là, en fait, ce qui va se passer, si on ne fait rien, si on continue, on aura la énième réplique. On a la réplique de 2005, on aura une que réplique. Vous avez vécu. Ouais. Cette fois-ci, la prochaine fois, peut-être à balles réelles. Et à un moment donné, nos hommes politiques et la population tout entière s'accorderont pour dire bon bah il faut lâcher. Ouais. Allez, alors on aura des enclaves, ça s'appelle déjà comme ça, des enclaves qui seront charia compatibles, qui seront narco compatibles, avec des islamos souverains et des narcos souverains. Voilà ce qui va se passer. 60% des Français, sondage Odoxa pour le Figaro, 59 très précisément, Philippe de Villiers, considèrent que la politique migratoire a entraîné ces émeutes. Et pourtant, le gouvernement, à travers le ministre de l'Intérieur, refuse de considérer que c'est l'un des éléments majeurs. Mercredi, Gérald Darmanin a eu cette expression. Dans les gardés à vue, il y a aussi des Mathéo et des Kevin. Écoutez Gérald Darmanin. Seuls 10% des personnes que nous avons interpellées sont de nationalité non française. Et d'ailleurs, il y a eu 40 placements en centre de rétention administratif, ce qui est peu, avouons-le, sur 3500 personnes interpellées. Je voudrais aussi souligner que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ma connaissance, 60% des personnes que nous avons interpellées n'ont pas de casier judiciaire et ne sont pas connues des services de police. Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Je ne veux pas ici dire. Je pense qu'une explication identitaire serait se tromper. Il faut faire attention aux mots. Il dit l'explication seulement identitaire me paraît erronée. Est-ce que vous partagez ce constat? Alors d'abord, il me fait penser à une époque que vous n'avez pas connue, vous étiez trop jeune, mais moi je me souviens à la fin de Brejnev, les Khrouchtchev avant, avec les plans successifs. Et à chaque fois, c'était la même histoire qui nous faisait rire, et qui faisait rire tous les kolkhozes et les sovkhozes là-bas, en Union soviétique, c'est les rendements de blé n'ont jamais été aussi importants. Et plus personne ne croyait cela. Voilà. Donc là, quand on dit aux Français aujourd'hui qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et les émeutes, c'est pas crédible. Je vais vous dire pourquoi en quelques mots. D'abord, les gouvernements étrangers des pays sources ne sont pas d'accord avec Darmanin, puisque le gouvernement algérien a demandé qu'on assure la protection, je cite, de ses ressortissants. Donc il doit y avoir là-dedans, dans les Mathéo et Kevin, des doubles nationalités, pour le moins. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a beaucoup de doubles nationalités dans les banlieues. Mais allons plus loin. J'épouse un instant la thèse de M. Darmanin. Et je lui dis, ben, c'est encore plus grave. Pourquoi? Parce que s'ils sont français,
mettons, ils sont français un peu comme Louis XIV. Hein, parce que il y a quelques jours, je suis venu ici sur votre plateau pour répondre à la question est-ce que Louis XIV était un étranger. Alors vous avez les mêmes qui disent qu'il n'y a pas d'étrangers aujourd'hui parmi les émeutiers. Étaient ceux-là même qui disaient Louis XIV est un étranger, il n'y a que des étrangers qui ont fait la France. Voilà. Mais pourquoi c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est plus grave? Parce que, en fait, et je pèse mes mots, tous ces jeunes n'ont rien reçu de la France. Ils ont reçu des subventions, ils ont reçu des logements, ils ont reçu des classes dédoublées, ils ont reçu les plans Borloo, ils ont reçu de l'argent, mais ils n'ont pas reçu l'essentiel. Et les gouvernements successifs n'ont pas pensé à l'essentiel. L'essentiel, c'est faire aimer la France. Une nation, c'est un lien amoureux. Et on n'a plus pensé à faire un peuple amoureux. Et ça fait 50 ans que ça dure. Et je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire pourquoi j'ai invité votre invitation, pour vous dire ça, maintenant. La France est un vieux pays qui porte le deuil d'une grandeur défunte. Dans son histoire, elle a connu bien des malheurs. Elle s'est toujours relevée de ces épreuves qu'elle a traversées, l'occupation allemande, les invasions barbares, la guerre de 100 ans. Elle a gardé toujours une mémoire douloureuse mais victorieuse. Or, pour la première fois de son histoire, la France doit affronter aujourd'hui la crainte de disparaître. Je m'explique. La France porte sur son territoire, la terre de France porte deux peuples. Un peuple jeune et qui installe ses fiertés. Et un peuple exténué qui ne sait plus où sont les raisons de survivre et qui ne sait plus où il habite. Alors, vous avez accepté cette invitation parce que vous souhaitiez ce discours. Vous avez dit, ou en tous les cas, délivrer ce message. Moi, je vous ai invité parce que j'ai creusé. Et je suis allé chercher dans les archives. Et cette volonté, cet enjeu majeur, votre combat qui est de dire aux jeunes, il faut faire aimer la France, il faut aimer la France, vous le portiez dès les années 90. Et à cette époque-là, vous n'étiez pas pris au sérieux. Même vous étiez raillé, ou pire, on considérait que vous étiez un extrémiste. Donc vous allez regarder cette séquence, c'est l'émission L'heure de vérité. On est en 1991. Écoutez bien ce que vous dites à l'époque, peut-être que vous avez oublié, et regardez le public qui sourit, qui ne prend pas forcément au sérieux ce que vous dites. Philippe de Villiers, pourquoi en 30 ans vous n'avez pas été entendu ? Et quand je dis vous, c'est certains qui alertaient comme vous sur cette situation-là. Parce que, comme l'explique très bien Pierre Brochand, il y a 50 ans, à partir du regroupement familial de Giscard, on a essayé autre chose que la France. La classe dirigeante, la droite parce qu'elle voulait plaire aux patrons qui voulaient faire baisser les salaires, donc peser sur le prolétariat, peser sur la classe ouvrière, et la gauche parce que elle rêvait déjà de l'autre, d'un autre monde, d'un monde sans frontières, d'un monde sans rivage, d'un homme global, remplaçable, la fabrique de l'homme de sable. Et en fait, j'ai lutté contre ça, et je m'aperçois aujourd'hui, en revoyant ces images, que, au fond, les Français, là, ont sous les yeux le miroir de tous nos effondrements. L'effondrement de la France en tant que communauté nationale, l'effondrement de la famille, il n'y a plus de père, il n'y a plus la figure paternelle, donc il n'y a plus d'autorité, l'effondrement de l'école, il n'y a plus de transmission, il n'y a plus le roman national, il est mort, on a une histoire halal, pour ne pas déplaire, et enfin, la fin du patriotisme. Et Jaurès disait « La patrie, c'est le bien de ceux qui n'ont rien ». Et j'en veux beaucoup à la gauche, notamment à la gauche de Mélenchon, d'avoir
congédié cette phrase célèbre qui était un programme. En fait, vous voyez, depuis 50 ans, l'immigrationnisme est un non-dit. Un non-dit parce que, en fait, les hommes politiques ne veulent pas dire la vérité. C'est qu'ils organisent le chassé-croisé entre l'implosion démographique au nord et l'explosion démographique au sud, donc on fait le chassé-croisé. Ils ne veulent pas dire ce qu'a dit Michel Tribala un jour. Elle a dit « Le gouvernement sait qu'il est impuissant à maîtriser l'immigration, du coup il se contente de faire de la pédagogie et bientôt il fera de la relocalisation. » Et le troisième non-dit, c'est que vous ne pouvez pas avoir un État-providence et un État sans frontières. Ou alors il faut payer. Eh bien on paye. Et là on va encore payer et on va repayer et on va reborliser les banlieues, c'est-à-dire apporter de l'argent. Et ce sont les commerçants qui ont été dévalisés qui vont devoir payer parce que Macron ne connaît pas autre chose en tant qu'ingénieur social que l'impôt. Vous avez parlé de Jean-Luc Mélenchon, parlons des responsabilités politiques. Certains disent que la France insoumise, dans cette séquence, s'est suicidée politiquement. Je vais citer qu'une seule réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon. Les chiens de garde nous ordonnent d'appeler au calme, nous appelons à la justice. Claude Malhuret, sénateur des Républicains que vous connaissez très certainement, en a parlé au Sénat cette semaine. Écoutez. Madame la Première ministre, les violences de ces derniers jours ont été condamnées par la quasi-totalité des formations politiques. Seule, une fois de plus, l'une d'entre elles s'en est exemptée. En refusant d'appeler au calme, les dirigeants de la France soumise à l'émeute confirment qu'ils sont bien les ânes de Troie du séparatisme dans notre pays. En demandant qu'on épargne les bibliothèques et les écoles, ils autorisent les émeutiers à brûler tout le reste, les commerces, les mairies, les maisons des élus. Ils prétendent défendre la République, leur but est de la faire tomber. Depuis 1 an, leur convulsion à l'Assemblée nationale les discrédite, en discréditant hélas aussi le Parlement. Cette fois-ci, c'est la fois de trop, et le peuple français qu'ils prétendent à tort incarner s'en souviendra longtemps, tout comme s'en souviendront sans doute leurs plus proches alliés politiques, désormais honteux de cette alliance contre nature. Vous avez souvent, Philippe de Villiers, dans votre carrière politique, débattu, combattu Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui ? Il a fait l'erreur de trop. Mais il faut comprendre pourquoi. Pour 2 raisons. La première, c'est qu'il est dans sa logique. Et sa logique, c'est la logique insurrectionnelle. Quand on vieillit, on revient à son enfance. En fait, il revient au trotskisme. Il veut tout faire sauter. Voilà. Et donc, la logique insurrectionnelle, il y a une insurrection, il y a le feu, il va où il y a le feu, pour mettre un peu plus de feu. Voilà. Et deuxièmement, il va où est son nouvel électorat. Il ne faut pas oublier que dans les années 1990, il y a un think tank à gauche qui s'appelle Terra Nova et qui explique à Hollande et aux autres, dans la suite de Mitterrand, c'est fini le prolétariat, il n'y a plus d'industrie, avec le capitalisme mondialisé que vous avez tous voulu, droite et gauche confondus, il n'y a plus d'ouvriers, donc il faut trouver un électorat de substitution, un lumpen prolétariat de substitution. Et ça sera, évidemment, les minorités. Et donc, en fait, il est pris à son propre piège. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que il y a une grande différence entre la classe politique dans son ensemble, celle qui est responsable de la situation où nous sommes, celle sur qui pèse la responsabilité morale de cette faillite, et le peuple. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, grâce aux télévisions, grâce aux écrans, grâce aux réseaux sociaux, les gens ont vu. C'est la phrase de Peggy. Ils ont vu ce qu'ils ont vu et ils disent ce qu'ils ont vu. Donc on a beau leur dire, il n'y a pas de lien avec l'immigration et on n'a pas été gentils parce qu'on ne les a pas assez accueillis, tous ces gens qui mettent le feu, ça ne marche plus. Ce que je vous propose, Philippe de Villiers, parce que c'est absolument passionnant, c'est qu'on ait une petite coupure publicitaire, qu'on poursuive l'entretien juste après la pub. Et je vous poserai une dernière question, puisqu'on a parlé de la faillite de l'État,
Je ne vous ai pas demandé si c'était aussi la faillite de son chef, Emmanuel Macron. Vous voulez qu'on fasse de la pub pour Macron? Je ne sais pas. La coupure de La pub. coupure. C'est ça. La coupure et ensuite on reprend. D'accord. Philippe de Villiers, on poursuit cet entretien. Vous avez pu faire votre diagnostic de cette semaine et ces journées, ces nuits d'émeutes. Venons-en au président de la République. Vous avez parlé d'une faillite de l'État, d'une guerre de civilisation, mais on n'a pas parlé du chef, de notre chef, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui hier appelait au calme, à l'ordre et la concorde. Écoutez. En quoi ça vous aide, Monsieur le Président, pour rencontrer des élus? Vous en avez vu beaucoup? On continue de travailler, j'en ai vu beaucoup, j'ai vu les maires, je vais continuer. Mais nous avons tous vécu un moment important dans la vie de la nation, donc on va continuer de travailler. D'abord, la première réponse, c'est l'ordre, le calme, c'est la concorde, et ensuite c'est de travailler sur les causes profondes de ce qui est advenu. Et puis à Pau, il a dit qu'il aurait pu prévoir une telle situation. Est-ce que vous trouvez que Emmanuel Macron est l'homme de la situation? Là, il était sur le Tour de France, oui. Bien sûr. Non, moi, j'aurais été Christian Prudhomme, je l'aurais mis dans la voiture baleine. Pour lui signifier que la France n'est pas contente. Parce que tout le monde a vu, d'abord, qu'il a violé la présomption d'innocence, donc il a encouragé. Ensuite, il a fait mine de découvrir. Et ensuite, il a déploré. Il y a au moins 2 personnes à qui il a avoué ce qui est en train de se passer par avance. Il y a plusieurs années, moi, quand j'ai parlé avec lui sur l'immigration, il m'a dit « je sais tout ça, je sais tout ça ». Je lui ai dit « ça va péter très fort, je sais tout ça. Il y a des enclaves étrangères, je sais tout ça, je sais tout ça ». Voilà. Et il y en a un autre qui lui a dit ça, et beaucoup plus crédible que moi. C'est son ancien ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous sommes côte à côte. Il a dit ça à Luc de Ragnall, collègue et ami de Geoffroy. Aujourd'hui, nous sommes côte à côte, demain, nous serons face à face. Et donc, c'est impardonnable, c'est injustifiable, pour reprendre ces termes. Emmanuel Macron, avec le « en même temps », se cantonne au verbe. Il devient verbeux, il est verbeux. On ne peut plus le croire. Une dernière question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? À court terme, d'abord. À court terme, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à court terme, à moyen terme? C'est la même chose, c'est mettre fin à la partition tout de suite. C'est-à-dire rétablir la souveraineté sur l'ensemble du territoire français. S'il faut aller chercher des kalachnikovs dans les caves, il faut y aller tout de suite, il ne faut pas attendre. Deuxièmement, restaurer la famille, plutôt que de jouer au transgenre comme Papendiaï en faisant venir à l'école alsacienne où sont ses enfants des gens qui expliquent qu'un garçon peut être enceint, un homme enceint. Il faut arrêter de jouer avec ça, détruire la famille. Il faut rétablir la famille hétérosexuelle, celle qui fait des enfants, avec le besoin du père, de la figure paternelle. Parce que, comme dit Camus, un homme, ça s'empêche, et ça s'empêche quand c'est petit. Troisièmement, franciser l'école. Franciser l'école, plutôt que de livrer l'école au wokisme et à l'islamisme, c'est-à-dire remettre de la France à l'école, transmettre l'amour de la France à l'école, et enfin, partout réinstaller le patriotisme. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est notre faute. C'est la faute de tous les Français qui ont des responsabilités et qui ont peur d'imposer la France en France. Eh bien, merci pour cet entretien, Philippe de Villiers.